Je ne suis pas spécialiste, mais bon, j'ai un peu travaillé avec des archéologues et je connais un peu, pour des raisons de cours ou de recherche, la situation de quelques ports. Alors j'ai choisi quelques exemples, j'ai choisi quatre exemples en 12 minutes. L'évolution de quelques ports de la Méditerranée occidentale dans les périodes historiques, donc du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du Moyen-Âge, voire plus tard. Avec deux ports ouverts sur la mer qui sont Empúries et Roses, au sud des Pyrénées, dans notre Catalogne sud, et deux ports de fond de lagune en Occitanie, on va dire, à Narbonne, exemple nécessaire, et à Aigues-Mortes, qui est tellement connu. Tous ces ports ont subi des évolutions, par ensablement à ports alluvionnaires dus essentiellement à de grands ou moyens fleuves côtiers, avec des déplacements des ports, des aménagements de canaux, des constructions de ports nouveaux ou d'installations portuaires qui sont des exemples un peu originaux, différents dans chaque cas, mais assez semblables. La situation d'Empúries sur ce tableau du VIe siècle avant au XVIIe siècle après le Christ, donc du VIe siècle avant, est déterminée par d'abord une situation qui est assez originale et peu compréhensible aujourd'hui si on ne se replace pas dans ce contexte géographique complètement différent de celui qui est celui d'aujourd'hui d'Empúries, c'est-à-dire que les deux grands fleuves côtiers, le Ter et le Fluvia, le Ter au sud et le Fluvia au nord, avait un estuaire commun au nord d'Empúries. Et que donc là, on avait les deux grands fleuves, celui qui se jette aujourd'hui, le Fluvia à San Pere Pescador, à 10 km au nord d'Empúries, et celui qui se jette à 10 km au sud d'Empúries, le Ter, derrière ce massif montagneux, dont le cours a été comblé essentiellement au moment du petit âge glaciaire, et qui ont vu leur cours dévier l'un vers le nord, l'autre vers le sud, converger à ce moment-là. Et c'est de cette convergence que naît en fait tout un réseau de lagunes, on pourrait dire, et aussi un apport massif de terre qui va progressivement combler le premier port qui est ici, le port ancien, port naturel au nord de la première ville d'Empúries, petite baie qui va être progressivement comblée, mais qui était déjà une baie en eau peu profonde, un port en eau peu profonde qui ne pouvait pas suffire à la grande flotte militaire et commerciale romaine, et qui donc a nécessité là pour cette flotte la construction d'un port construit, on dit, d'un port construit au IIe siècle avant Jésus-Christ, fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui est actif jusqu'au Ve siècle à peu près. Et progressivement, le port nord va se combler, on le voit ici, et au VIe siècle de notre ère, il est complètement comblé. L'Empire romain s'effondrant à la fin du Ve siècle, les grands besoins militaires comme les besoins commerciaux du grand commerce et donc des grands navires, ainsi que les institutions politiques et financières qui permettaient l'entretien de ce port vont disparaître et ce port va être abandonné. Et même les deux grandes digues qui ont été construites en arc, en ligne brisée, vont être pillés pour que leurs matériaux soient utilisés dans la construction d'églises ou de bâtiments de la fin du Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge sur le site d'Empúries. Voilà donc le port naturel tel qu'il était, donc c'est une photo où l'ouest se trouve en haut, le port naturel dans son emplacement du VIe siècle avant Jésus-Christ, progressivement comblé, le port artificiel bâti avec deux grandes digues ici, plus une petite digue, c'est la seule qui se soit conservée, qui est ici, qui était intéressante parce qu'elle avait pour but d'empêcher l'ensablement venant par le port naturel d'envahir ce port artificiel. Et donc là, on a une digue extérieure et ici une sorte de digue intérieure, le Formigo, la seule qui se soit conservée. Voilà une restitution d'époque avec d'époque, une restitution d'une vision
du IIe siècle, on pourrait dire, de notre ère, avec le port naturel, déjà un peu en cours de comblement, et le port artificiel. Roses, c'est un exemple différent, avec, vous le voyez, aujourd'hui un port qui est ici, ça c'est intéressant, un port construit, qui est ici, et dont l'origine remonte en fait à la dernière phase d'ensablement du port d'origine qui se trouvait en fond de baie, c'est-à-dire au XVIe siècle. L'évolution de Roses, elle est dictée à un moment donné par la construction de la citadelle, qui est une citadelle qui protège un port, le port se trouvant au moment de la citadelle, contre le mur de la citadelle. Au XVIe siècle, quand on construit cette citadelle, les galères de guerre sont attachées, amarrées à la façade de cette citadelle, qui a directement les pieds dans l'eau. La situation est une situation qui naît d'une installation en fond de baie, une baie qui était à 300 mètres à peu près à l'intérieur des terres, et qui était une baie où convergeait un ruisseau, la Trancade ici, un autre al Rec Fundo là, dont vous voyez le cours ancien, et qui ont progressivement comblé cette baie. Le premier port hellénistique, 4e siècle avant Jésus-Christ, se trouvait là. Quelques siècles après, à peu près au tournant de notre ère, le port romain se trouvait ici. Donc vous voyez construction par dépôt alluvionnaire par ces deux fleuves. Et en 1500 se déroule, un peu après 1500, là vous avez la ligne de côte de 1500, en 1540, on a la construction de la citadelle que vous voyez en gris, et avec la déviation des deux cours d'eau qui contournent la citadelle. La citadelle, ici, donc, sert de lieu d'amarrage des navires jusqu'à peu près au XVIe siècle, mais ce sont les galères, des navires à faible tirant d'eau. On a besoin à ce moment-là, pour les navires à plus fort tirant d'eau commerciaux, puis pour les flottes de guerre du XVIIe et XVIIIe siècle, d'un port construit. C'est celui qui sera construit, comme je vous l'ai montré, au pied du rocher qui porte le château de la Trinité, qui est en fait un massif fortifié qui permet, avec de très gros canons, de protéger militairement ce port construit au pied de la côte rocheuse. Le Narbonne, c'est un exemple de fond de lagune. Une ville antique qui est une grande capitale antique, qui donne son nom à deux régions, la Narbonnaise, donc grande capitale antique, je n'ai pas besoin de développer sur ce point, et qui a une ouverture indirecte sur la mer par les étangs qui sont à ce moment-là ouverts sur la mer et qui communiquent en fait en fond d'étang avec le premier port antique qui est le port de la Nautique. Mais ce port de la Nautique est un port qui est comblé, et qui en fait va à peu près au tournant de notre ère être remplacé par un port très original qui est construit à l'aide de et sur une double digue dont la fouille aujourd'hui est une fouille qui est terrestre puisque cette zone est complètement recouverte de terre. Cette double digue entre Mandirac-Castellou est en fait située à l'intérieur de la lagune à l'époque antique, dans laquelle se déverse l'Aude. L'ancien cours de l'Aude passe par Narbonne et passe par ici. Le canal de la Robine n'a fait que reprendre l'ancien cours de l'Aude. Et c'est en utilisant le cours de l'Aude et en l'endiguant dans une double digue d'ailleurs de cette forme, en forme d'entonnoir, qui capte le flux de l'Aude et qui permet à l'intérieur de cette lagune de drainer un chenal profond qui va permettre aux navires d'accoster dans cette digue. Voilà, donc l'emplacement de cette double digue qui sert de port en fait, tel qu'il est sur le site aujourd'hui, avec des fouilles qui sont des fouilles complètement terrestres, mais voilà à quoi ça ressemblait au 1er, 2e, 3e siècle de notre ère, c'est-à-dire un port au milieu de très basses eaux, dont la profondeur est assurée
par le creusement du fleuve Aude, endigué dans ces 2 digues, qui d'ailleurs progressent vers le sud au fur et à mesure que l'ensablement risque de le boucher. Et c'est ce port-là qui a été fouillé, en fait, et dans lequel on trouve épaves, etc., etc., comme dans un port, on pourrait dire, plus traditionnel. Mais là, une inventivité, bien sûr. Tout cela disparaît à la fois par endiguement, mais aussi parce que, vous le comprenez, c'est une infrastructure qui demande des investissements. Quand à la fois le grand commerce disparaît, quand les autorités, on va dire, municipales narbonnaises disparaissent avec la fin de l'Empire romain, ce port va s'ensabler, va disparaître. Aigues-Mortes, en fait, mon dernier exemple. Pourquoi un port nouveau, en quelque sorte nouveau? Il y a certainement un petit port de pêcheurs au début du XIIIe siècle, en 1200. Hein. On va beaucoup plus près de nous maintenant. Mais Montpellier, vous le savez, est aux mains des Catalans aragonais, au temps de Saint-Louis. Marseille est aux mains, en gros, de l'Empire, hein, du Saint-Empire romain germanique. Le roi de France a besoin d'un port commercial et militaire. Il choisit, c'est Saint-Louis, hein, Louis IX, il choisit de s'établir à Aigues-Mortes, en fond de lagune, une lagune qui n'est pas... Alors, c'est la création d'une ville neuve, donc ça c'est très traditionnel, si vous voulez, dans ce début du XIIIe siècle, ces plans orthonormés, etc. Mais surtout, une ouverture sur une lagune intérieure par 5 portes particulière, donc l'une est la porte des marchands. Le port d'Aigues-Mortes se trouve contre les murs de la ville ici, mais il ne communique pas avec la mer, il n'y communique qu'indirectement par un vieux canal qu'on appelle le canal vieux, qui le met en communication avec ce deuxième étang qui, lui, a un gros qui ouvre sur la mer. Donc on est à la fois à l'abri des pirates et à l'abri des tempêtes, mais le problème c'est que ce canal va se boucher, s'ensabler. On va donc creuser, et là, creuser de manière efficace, très volontariste, là encore, c'est une autorité qui s'en charge, avec les mêmes matériaux, la même pierre de construction, la même pierre de taille, pour doubler de part et d'autre ce chenal, qui va permettre ici d'avoir un port qui est un port de débarquement des marchandises, de transbordement sur des barques plus petites qui vont aller au port antique. C'est le port, le grand port, disons, de l'époque de Saint-Louis, avec ensuite un ensablement progressif, certainement, à partir de la fin du XIVe siècle, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, là aussi, une perte de dynamisme, certainement économique, commercial et politique, autour de cette grande crise, disons, qui est celle du milieu du XIVe, la peste noire, la guerre de 100 ans, etc. Voilà, je m'arrête là.